Dans le Tech Talk aujourd'hui de Smart Tech, on va parler de cette transformation numérique de la police. Je disais un plan à 8 milliards d'euros. On en parle avec Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. Je précise que maintenant, vous possédez un podcast au ministère de l'Intérieur qui s'appelle Vis-à-vis. Tout à fait. On rassemble des personnes, soit qui travaillent ensemble, soit parfois qui ne sont jamais rencontrées, et on les réunit pour des témoignages très humains. Et on sait que les gens aiment beaucoup écouter ça, notamment dans les transports. Et nous, on aime partager les histoires de ce grand ministère. Donc ça tombe bien. Ça permet de rentrer un peu dans les coulisses des différents métiers du ministère de l'Intérieur. Et à vos côtés, Bertrand Gouillard, chef de la mission Innovation, Simplification et Transformation au sein du cabinet du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Vous êtes en charge notamment de la conception et du pilotage de la stratégie opérationnelle liée à l'innovation sous le label Minov. Merci à tous les deux de bien vouloir nous expliquer ce qui va se passer. Alors, avec ces 8 milliards d'euros, quel est le projet? Pour commencer, peut-être dire d'où on part. Cette transformation numérique de la police, elle ne part pas de zéro quand même. Alors, mais est-ce qu'on part de loin? Alors, je dirais de la police, mais plus généralement des forces de l'ordre et du ministère de l'Intérieur qui avaient bien besoin de cette transformation numérique. Si je fais un petit retour en arrière, on peut dire qu'il y a quelques dizaines d'années, on était sur des pilotages technologiques qui ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire qu'on faisait tout en interne avec nos policiers, nos gendarmes, et assez vite, on voyait que s'il y avait des départs à la retraite ou des changements de technologie, on n'était clairement pas à la pointe. Donc on a changé un peu de manière de faire. Au départ, on s'est dit, on va faire nous-mêmes les cahiers techniques, le cahier des charges techniques, et puis à la fin, on associera des industriels, des start-up ou d'autres entreprises pour nous aider. Et on a bien vu aussi que ça dysfonctionnait. Donc maintenant, on est vraiment dans cette transformation technologique, on est sur un changement de méthode. Et dès le départ, on associe des entreprises, on travaille avec eux et on imbrique des ingénieurs, des forces de l'ordre, donc des bénéficiaires aussi et les entreprises. C'est-à-dire que le cahier des charges n'est pas fait uniquement du côté du ministère, il est fait aussi avec tous les intervenants extérieurs. On travaille tous ensemble, effectivement, parce que sinon, on sait bien que déjà, on prendra beaucoup de temps avant d'arriver au produit fini. On accepte aussi d'y aller brique à brique, c'est-à-dire de lancer des premières versions qui sont peut-être pas à 100% optimales, mais qu'on va améliorer dans les semaines, dans les mois qui suivent. Donc voilà, c'est un changement aussi d'état d'esprit pour nous. Et c'est un long processus qui commence à porter ses fruits. Vous entrez dans la méthode agile, alors. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, Bertrand Gouillard, vous avez beaucoup travaillé aussi en tant que conseil, en indépendant, du côté de l'entreprise. Pour vous, 8 milliards d'euros pour transformer la police, au ministère de l'Intérieur, pour être plus large, ça vous semble beaucoup ou très peu ? Alors, c'est vrai que c'est des budgets qui ont été estimés en interne. Donc, je dirais que là-dessus, je ne vais pas revenir sur le montant précis, si c'est plus ou moins. En tout cas, il y a une vraie démarche, comme l'expliquait Camille, qui est une démarche à la fois interne et externe. Et cette démarche-là, elle s'appuie sur une stratégie. Et c'est une stratégie qui se décline, en fait, on va dire, sur 4 piliers. Pilier vraiment la notion de laboratoire d'innovation. Donc je pourrais revenir après un peu plus dans le détail. Il y a la notion d'un club. Un club, donc c'est un réseau des innovateurs au sein du ministère. Donc là, on a lancé cette dynamique en automne 2021. Donc ça permet de fédérer des initiatives, ça permet vraiment d'impulser une vraie dynamique pour qu'effectivement les dépenses de ces 8 milliards soient les mieux dépensées dans le temps. Donc avec différentes étapes. C'est la somme qui était demandée au départ, ça, 8 milliards ? C'est la somme qui a été évaluée et puis tout ça, on ne l'a pas dit encore, mais c'est combiné avec le projet de loi d'orientation et de programmation qui va couvrir la LOPMI, qui va couvrir 2023-2027. Donc on est sur un montant global, mais aussi sur plusieurs années parce que on voit bien qu'il ne faut pas faire des innovations au coup par coup, mais qu'il faut être dans la programmation comme le font très bien les armées par exemple. Alors, si on reprend effectivement les principaux objectifs, il y a toute la partie du côté du service que rend le ministère de l'Intérieur, la partie dématérialisation. Là-dessus, même question, on ne part pas de zéro, on a déjà beaucoup de services qui sont Alors, on lancés. a beaucoup de services, d'une part pour les victimes, la pré-plainte en ligne, qui commence à devenir plainte en ligne pour certaines infractions, les chats par exemple, pour les violences sexuelles et sexistes, où on peut rentrer en contact directement avec un policier et un gendarme et accéder plus facilement aux dépôts de plainte avec un rendez-vous pris
pris par l'intermédiaire de cette plateforme. Et puis, c'est plein d'autres outils vraiment, on dit serviciels pour les démarches, pour faciliter les démarches des gens. Par exemple, sur les procurations ou sur les élections en général, on a monté récemment un portail où on peut tout retrouver, la propagande électorale, les professions de foi, comment vérifier qu'on est bien inscrit dans son bureau de vote, comment faire sa procuration, etc. Donc, on essaie de simplifier les démarches pour les usagers. Et souvent, par ce biais-là, on arrive aussi à faciliter le travail en fait, des agents en préfecture. Et là, le reste à faire, justement, vous l'évaluez à quoi? Il y a beaucoup de choses qui restent à faire en matière servicielle? Oui, il y a beaucoup de choses parce qu'aussi, il faut, des fois, c'est des outils disparates qu'il faut arriver à regrouper dans des portails et c'est pas si simple. Il y a encore d'autres outils qui peuvent être mis en place, des sites internet. Par exemple, on est sur la dématérialisation des procédures pour les demandes de titres pour les étrangers. Ou aussi pour les étrangers qui veulent travailler en France. Et tout ça, c'est un projet important. Il y a 10 millions de bénéficiaires, donc c'est énorme en fait, une population étrangère en France qui a besoin d'un titre de séjour, qui a besoin de travailler. Les étudiants étrangers qui nous rejoignent en France. Donc voilà, ça c'est encore en train de se développer, mais on y va étape par étape sur des projets qui durent plusieurs années, mais au fur et à mesure, on réadapte, on améliore et on élargit surtout à l'ensemble des bénéficiaires. Alors, il y a évidemment le volet financier, mais il n'y a pas que ça dans la transformation numérique d'une organisation aussi vaste que celle du ministère de l'Intérieur, avec tout son historique. De quoi on a besoin? C'est quoi le moyen nécessaire, utile, efficace qu'il faut mettre en œuvre pour réussir une transformation? Dans les projets de transformation, il y a des démarches. Déjà, il y a une impulsion forte de la part de la direction générale, donc du ministre en l'occurrence. Donc là, c'est un signal fort, effectivement, pour l'ensemble des agents. Donc les 300 000 agents donc, sont impliqués en fait, par cette démarche-là. Donc après, il y a des méthodes. Pour appliquer en fait ce qu'on a dit une méthode agile, donc notre façon de se mettre en mode projet. Il y a des outils. Et donc ça, en fait, ça permet de rentrer dans une vraie dynamique, en fait, ce qu'on appelle une méthode, une démarche, une démarche, une méthode et des outils. Et donc ça permet effectivement de se lancer dans une vraie dynamique. Donc ça, c'est la combinaison idéale. Exactement. Et à la fois aussi très, très proche au niveau territorial. Nous, on a un réseau en fait au sein du ministère de plus d'une quinzaine en fait de laboratoires territoriaux, donc ils sont plus proches en fait à la fois des agents, mais également aussi des citoyens. Donc ça permet aussi pour nous au sein de l'administration centrale, comme on dit à Place Beauvau, d'avoir cette vision aussi éclairante, parce que ça permet de détecter des signaux faibles. Et ça remonte vraiment du terrain? On en fait quelque chose? Ah oui, il y a un processus dédié? Il y a un processus dédié, donc on pourra le détailler, mais en tout cas on a mis en place une cartographie des initiatives, et cette cartographie des initiatives, elle recense à peu près 1300 initiatives du terrain, également administration centrale et services déconcentrés. Et ça permet effectivement de détecter déjà des sujets, par exemple de chatbot. Il y a tel chatbot qui est fait dans telle ou telle préfecture. Donc c'est intéressant qu'une préfecture qui a également ce besoin-là, de pouvoir systématiquement se dire je ne pars pas d'une page blanche et donc je vais directement voir ce rétexte auprès de cette préfecture. Donc c'est une accélération de la dynamique. Il n'y a pas un changement on va dire une innovation, on va dire de rupture, mais c'est une innovation continue, de brique à brique, et donc avec une vraie impulsion. Et puis clairement des moyens. On a besoin de ces moyens. La moitié des moyens qui est dans ce projet de loi est dédiée au numérique ou à la transformation du numérique. Et l'idée, c'est vraiment d'être en moteur, en dynamique, mais d'amener avec nous tous les fonctionnaires de ce ministère pour pas qu'il y ait une rupture entre les ingénieurs ou ceux qui travaillent sur ces innovations et nos collègues de terrain. Donc vraiment, c'est une dynamique qu'on veut partir du terrain et qu'on impulse grâce à ces moyens financiers. Alors, dans ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, on a aussi la volonté de réorganiser la gouvernance du numérique. Alors, expliquez-nous comment ça va s'articuler, parce qu'on aura un secrétaire général adjoint du ministère, la création d'une agence du numérique pour les forces de sécurité intérieure. Qui va piloter quoi? Comment ça va s'articuler? Alors, il y a encore des travaux en cours. Là, on est dans la période de préfiguration, donc je ne peux pas vous dresser complètement cette cartographie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut regrouper, qu'on veut fédérer, et pour ce faire, avoir une agence dédiée, effectivement, qui va rassembler ces acteurs. Pour nous, c'était important que ce ne soit pas trop disparate. Parce que c'était où jusqu'ici? C'était pas justement chez vous, c'était un peu dans chacune des directions.
Direction de la police, direction de la gendarmerie, la préfecture de police, la direction générale des étrangers en France que j'évoquais tout à l'heure, la direction qui est en charge des élections. Donc tout cela était très disparate et on a besoin aussi, tout simplement pour benchmarker. Tu parlais du chatbot, c'est très bien. Il y a des chatbots qui fonctionnent bien. Pourquoi ne pas s'en inspirer pour d'autres qui en auraient besoin? Donc on a aujourd'hui besoin de se fédérer, de rassembler autour de ces moyens et aussi de pouvoir avancer ensemble. Complément? Oui, puis ça vient aussi dans une dynamique qui a été lancée également à l'automne 2021 sur un club, le club MINOV s'appelle. Donc MINOV, c'est l'acronyme de ministère de l'Intérieur Innove. Voilà, donc c'est assez simple comme acronyme. Mais en tout cas, voilà, c'est un club qui permet de fédérer l'ensemble des différentes directions. Et justement, c'est une première brique qui permet aussi après de... Donc qui sera le socle de ce qui va être demain cette agence? Alors, c'est peut-être pas forcément le socle, mais c'est une première brique qui permet justement après d'aller plus loin dans la démarche. Et là, on est vraiment dans une démarche, je dirais, donc il y a une charte qui a été signée avec l'ensemble des directeurs du ministère, donc aussi bien le directeur de la police, de la gendarmerie, des étrangers en France. Donc voilà, il y a 23 acteurs mobilisateurs qui ont signé cette charte pendant le 20 avril. Et donc ça permet effectivement de dresser déjà un peu cette volonté affichée clairement et surtout de bienveillance, de bienséance. Et après, avec une manière beaucoup plus structurée. Mais en tout cas, déjà, c'est une première brique qui est une volonté de dynamique avant de passer dans une démarche plus, on va dire, structurelle avec la création d'une agence. Alors, on a parlé du volet serviciel de cette transformation numérique. Pour les agents sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les promesses de cette transformation numérique? Qu'est-ce qui peut changer pour eux? Alors, dans ce projet de loi, il y a beaucoup de matériel soit innovant, soit qui existe déjà, mais qui ne sont pas suffisamment distribués. Alors, les caméras piétons, on a l'habitude maintenant de les utiliser. Il y en a à peu près 20 000 parmi les forces de l'ordre, mais c'est aussi tout ce qui est travail en mobilité. On voit de plus en plus les policiers, les gendarmes qui ont des tablettes numériques, qui ont des smartphones numériques et qui peuvent tout faire depuis cette tablette sans devoir retourner concrètement au commissariat ou à la brigade territoriale. Donc, c'est un gain. J'ai vu aussi des exosquelettes qui étaient au programme. Alors ça, je pense que c'est plutôt en train d'être expertisé. Je ne sais pas si c'est pour demain. Oui, exosquelettes pour la partie bouclier, en fait, pour les forces de l'ordre. On divise par 5 en fait, le poids sur un bouclier qui peut être de force de l'ordre de 40 kg. Donc on est sur 8 kg. C'est-à-dire c'est la structure en fait, qui porte la charge. Exactement. Et pour le policier sur le terrain, c'est donc 10-20 kg en moins, c'est ça? C'est 5 fois moins. Donc si on a un équipement de 40 kg, en fait, il change est tout. d'avoir sur un bras 8 kg et d'avoir potentiellement aussi une arme sur son bras, enfin sur sa main droite pour le coup. Donc s'il porte le bouclier sur la main gauche. Donc voilà, donc ça permet aussi de l'armer, alors ce qui n'était pas en capacité de le faire sur un bouclier de 40 kg, c'est un peu compliqué. C'est aussi au ministère de l'Intérieur qu'on crée la norme pour les sapeurs-pompiers. Et c'est vrai que ça nous permet une fois de plus de fédérer une innovation qui pourrait bénéficier à une profession, par exemple la police, là pourrait aussi être de manière plus fédérée, proposée aux autres, gendarmerie, pompiers. Donc c'est aussi ça l'intérêt de l'agence, c'est de mettre en commun les bonnes idées, les innovations en partant aussi du terrain et d'avoir la capacité de travailler financièrement avec des entreprises. Autre sujet, c'est sur la partie cybersécurité. Sécurité intérieure, c'est aussi de la cybersécurité aujourd'hui. Il y a énormément de dispositifs annoncés. Moi, j'ai retenu par exemple la création d'un 17 cyber. C'est-à-dire en cas d'attaque, de cyberattaque, on pourra contacter un service dédié. Oui, alors on fait déjà de la prévention en matière cyber, mais c'est vrai que c'est surtout les grosses entreprises qui ont des RSSI ou qui sont vraiment emparées de ce sujet. Pour les plus petites entreprises ou pour les particuliers, ça reste des fois assez lointain. Tant qu'on n'a pas été hameçonné, on ne se rend pas forcément compte de la menace. Donc l'idée, c'est de faire plus de prévention et d'être en réaction dès que quelque chose se passe et d'avoir ce 17 cyber, effectivement, qui répondent comme le 17 police secours en cas d'attaque ou aussi pour réaliser de la prévention. Alors on travaille déjà beaucoup avec cybermalveillance.gouv.fr qui fait un travail de fond, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la menace actuelle et c'est la menace qui va encore se développer dans les années à venir. Donc il faut qu'on soit. Et là aussi, c'est la question, comment ça va s'articuler justement avec les autres services qui travaillent déjà aujourd'hui sur la cybersécurité?
j'allais dire, malheureusement, il y a du travail pour tout le monde et il faut vraiment être en collaboration. Cybermalveillance.gouv.fr est vraiment... Il y a l'Office central de lutte contre la cybercriminalité. Pour le judiciaire, effectivement, et le système de Pharos, la plateforme en ligne où on peut signaler un contenu qui est illégal, l'apologie du terrorisme, la pédopornographie, etc., mais qui va s'occuper de l'enquête judiciaire. Donc, une fois de plus, on a besoin de rassembler un peu nos forces et de finalement brancher les bons tuyaux pour que les gens aient un accès facile et pour autant que les services administratifs soient très bien coordonnés, que ce soit pour de la prévention, de la réaction, du judiciaire. Voilà en tout cas l'ambition de ce qui est dans ce projet de loi. J'ai vu aussi qu'il y avait demain la possibilité de faire des saisies d'actifs numériques, donc de crypto-monnaies. Tout à fait, les crypto-monnaies, on y travaille beaucoup. Il y a eu déjà des belles avancées de la police judiciaire dans ce domaine, mais il nous faut... anticiper encore plus, aller encore plus de l'avant sur les crypto-monnaies. Donc, c'est aussi un de nos combats. Et alors, pourquoi pas d'interdiction du paiement des rançons dans les cas de ransomware ? Pourquoi la France a fait le choix de ne pas les interdire ? Alors, je vois qu'il y a quand même une condition, c'est-à-dire que ne pourront être remboursés par les assurances que dans le cas où il y a eu un dépôt de plainte dans les 48 heures. Mais pourquoi pas avoir décidé clairement, simplement, d'interdire le paiement des rançons en France ? Je crois, alors j'étais pas dans les groupes de travail qui ont travaillé là-dessus, mais je crois que l'idée c'était pas d'avoir une posture générale et de le laisser libre à toutes les possibilités. Dans bon nombre de situations, les conseils qui seront donnés seront de ne pas payer la rançon. Donc voilà, je pense qu'il a été décidé en France, de les collectivités, pas complètement notamment, fermer la porte. Plutôt ordre de ne pas payer les rançons. Mais pour les entreprises, donc on les laisse. On les laisse et parfois il y a aussi un accompagnement qui est proposé. Mais voilà, je pense que l'objectif a été d'élargir toutes les possibilités de ne pas enfermer certaines. Oui, en attendant de trouver des solutions peut-être qui permettent d'apporter des réponses autres que juste payer la rançon. Ça, c'est un peu tout le nœud du problème. Tout ça, ça va engager quand même une grosse transformation aussi au niveau de la formation à l'intérieur du ministère. Est-ce qu'aujourd'hui, Bertrand Gouillard, vous diriez qu'on manque encore de profils techniciens Oui, il en manque Donc forcément. Il va falloir recruter. Donc c'est un vrai enjeu pour le ministère, c'est la notion d'attractivité, comment on accueille en fait des talents et de les retenir. Donc ça, c'est un vrai sujet que tout le ministère en fait s'engage communément. Donc là, dans la loi de programmation, il y aura aussi une certaine dynamique en fait justement pour recruter des agents en fait plus formés sur la partie notamment technique. Donc je vois l'embauche prévue de 300 équivalents temps plein plus 100 équivalents temps plein pour l'agence du numérique. L'idée, c'est vraiment aussi là dans les différentes stratégies qui sont choisies, c'est de remettre la compétence en interne. C'est vrai que c'est une logique. Alors avec les préambules que disait Camille, ce qu'il faut, c'est faire attention aussi à ce que ces personnes-là, au bout de 10 ans, ne soient plus en fait dépositionnées par rapport en fait au ministère, parce qu'on va se retrouver avec une même logique que 10 ans après, ils seront plus forcément en mesure de prévoir les projets du futur. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on les a embauchés, il y a une formation continue. Et donc ça, c'est un vrai enjeu en fait de pouvoir les accompagner sur la formation. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec dans le cadre en fait du club Minov, qu'on appelle. On a identifié des pépites. Donc chacune des différents en fait nous ont fait remonter des pépites, ce qu'on appelle des initiateurs ou initiatrices. Donc c'est un terme un peu commun, mais en tout cas l'idée c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur ces profils-là qui donnent une vraie impulsion à l'innovation. Et après avec des profils un peu plus techniques, mais en tout cas il y a une complémentarité. Si on a un profil trop technique par rapport à un fonctionnaire qui ne l'est pas, en fait il y a une vraie dichotomie. Il peut y avoir une vraie cassure en fait entre le besoin de co-créer et le côté technique. Donc ça aussi, il y a le côté en fait embauche de techniciens, d'ingénieurs, mais également aussi la fait de former en fait des personnes qui sont sensibilisées à l'innovation. Exactement. Donc ça se passe à tous les niveaux. Ça veut dire que j'imagine sur ce plan, il va y avoir une grosse partie qui va être budgétée sur la formation, Camille Chaise. Ah oui, la formation et je dirais même plus généralement du parcours de carrière, parce que c'est bien d'embaucher des gens, c'est bien de leur donner des responsabilités, du management notamment. Et c'est vrai que là, on est aussi à l'aube d'une transformation interne au ministère de l'Intérieur qui est de mieux valoriser les parcours des contractuels qui nous rejoignent, de leur donner des positions d'encadrement et un vrai parcours de carrière pour les fidéliser et qu'ils puissent faire tout un bout de carrière chez nous et pas seulement un seul poste technique. Donc voilà, c'est aussi un changement en termes de ressources humaines, de posture qui passe de l'attractivité, du salaire d'embauche, mais aussi du parcours de carrière. Ça va être une grosse transformation des métiers au sein du ministère de l'Intérieur, là, ce qui va arriver. Oui.
Oui, oui. Donc ça peut être inquiétant, ça. Ça peut, je dirais pas que c'est inquiétant, ça oblige finalement à une dynamique, à un dynamisme par rapport à son métier, à se dire que oui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on l'exercera pas de la même manière, mais que l'on soit policier de terrain ou ingénieur ou encadrant, les choses doivent évoluer, mais on est un ministère dynamique et en transformation, et toutes ces thématiques le montrent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Bertrand Gouillard, chef de la mission Innovation, Simplification, Transformation au sein du cabinet du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. On part en petite pause et on se retrouve juste après. On va parler de la nature qui inspire de nouvelles technologies pour la santé.